Merci de votre fidélité. 20h sur la TFM. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. L'Argentine championne du monde. Les supporters des deux équipes décrivent une finale historique avec de l'intensité, du suspense et de l'émotion. À Richard Toll, la chute d'une grue fait 2 morts et 3 blessés graves. Les victimes travaillaient dans le stade avant que l'irréparable ne se produise. Réaction des familles des victimes et du directeur de l'hôpital dans ce journal. Et puis 6e congrès du SAMES, l'Ordre national des médecins plaide en faveur de la révision du plan de développement sanitaire et social. Le secrétaire général du syndicat est désormais Mamadou Dembandour. Les autorités présentes à la rencontre sont appelées à doter le personnel soignant de plus de moyens. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. L'Albi Céleste sur le toit du Mont Terre et des prolongations. Lionel Messi, double buteur dans cette rencontre, soulève ainsi son premier trophée de Coupe du Monde. Le récit est signé Chersadi Boudjara. La bande à Lionel Messi, son palmarès. Chapeau à l'artiste. Et vous l'avez dit, Chersadi Boudjara, Messi qui soulève enfin le seul trophée qui manquait à son tableau de chasse. La 3e étoile sur le maillot de l'Argentine au Centre culturel français de Dakar. Les fans des Bleus sont privés de fête par la Pulga. 120 minutes de jeu intense. Les supporters ont vibré au rythme de la Coupe du Monde. Ils disent avoir vécu un match de football électrique partagé entre joie et peine. Le reportage est signé Habib Faye. Qui de l'Argentine ou de la France décroche sa 3e étoile? Reste à savoir et c'est parti pour 90 minutes de jeu. Une finale indécise avec beaucoup de similitudes des deux côtés. Au Centre culturel français, ils sont venus en masse supporter leur équipe. Un jour spécial préparé à l'avance pour offrir aux fans un cadre convivial pour soutenir les Bleus. L'ambiance devient alors électrique. 37 ans après Diego Maradona, Messi compte ajouter une autre étoile sur le maillot de l'Argentine. Il a fallu attendre 20 minutes pour que l'Albiceleste ouvre le score et Di Maria de doubler la mise. Silence radio chez les Français. Mi-temps. En attendant, Deschamps concocte une nouvelle formule pour revenir au score. 79e minute, Mbappé réduit le score, puis égalise à la 80e, le centre sur le jeu. Un vent de fraîcheur souffle chez les supporters. On s'est fait rattraper Kylian, mais on a réussi, on avait le mental, C'est fini, c'est fini. Et Messi changea la donne pendant les prolongations et replonge les Bleus dans le doute, mais qui ne sera pas long car le triplé du meilleur buteur du tournoi installe la France dans un confort, synonyme de tir au but. Je tiens à dire que ça a été une très belle finale, peut-être la plus belle finale de la Coupe du Monde. On a eu des émotions incroyables. De tous les temps, oui, de tous les temps. Les épreuves fatidiques tournent alors en faveur des Argentins. Messi ajoute enfin le seul trophée qui manquait à son tableau de chasse. Je tiens à dire que je suis très content pour Lionel Messi. Dommage pour la France. Ouais, dommage. Mais Lionel Messi la mérite largement. Il a tout remporté et il mérite vraiment ce sacre. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Une victoire de Messi, ça dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est l'histoire qui s'est écrite, franchement. La Pulga! La Pulga! Messi! Messi! Les Français ne danseront pas ce soir au rythme des Asiko installés sur la tribune. Messi annule la fête des Bleus au Centre culturel français. La place se vide de ses fervents occupants. Et on peut dire aisément quel match ce soir, quelle finale. Pour en parler tout de suite avec nous, Lamine Conté, ancien coach du Duc, consultant maison à la télévision Futur Média. Bonsoir Lamine. Bonsoir Sarah. Alors 36 ans après, l'Albi Céleste de nouveau championne du monde sur le toit du monde à l'issue d'une finale intense, on va même dire historique, face à la France. Comment avez-vous vécu ce match? Oui, un match qui s'est déroulé finalement de façon inattendue. À première vue, les Argentins étaient mieux en avance
avec le penalty sifflé à la 72e minute, 78e minute comme ça. Alors après ce penalty, il faut dire que Deschamps, lui, il n'y avait aucune possibilité de réussir une combinaison ou faire aboutir quelque chose. Mais comme on dit, ça s'est passé à la suite de ce penalty. Et à la suite de ce penalty, maintenant, un but en 15 minutes, c'est possible en football. Ils y ont cru et Mbappé, le phénomène Mbappé aussi. Ah oui, Mbappé très grand ce soir, on en reparlera d'ailleurs avant la fin de cette interview. Qu'est-ce qui explique selon vous le non-match de la France pendant au moins 1 heure, vous l'avez dit? Pour vous, c'est plus une insuffisance tactique, au niveau tactique ou mental? Les deux. Les deux, parce que sur le plan tactique, je disais tout à l'heure avec notre équipe que nous avons vu quand même une équipe argentine très conquérante, qui nous l'attendions à droite, mais en le plaçant à gauche, il en a fait voir de toutes les couleurs à l'équipe française. Maintenant, on peut se dire que les Français, en ne réussissant pas à trouver leur marque, ont eu du mal à réagir mentalement. Donc du coup, Deschamps l'a senti. Et les 2 premiers changements, c'était surtout pour sonner la révolte. Ce n'était pas parce que ce sont ces gens-là qui devaient sortir, mais c'était pour faire un effet, pour dire, écoutez les gars, vous n'y êtes pas, j'attends la mi-temps pour me dire qu'est-ce qui se passe réellement, mais vous n'y êtes pas, je sanctionne déjà 2 jours directement, et vous tous, vous êtes passibles de passer à la table si vous ne réalisez pas. Donc c'est comme ça que j'ai compris les changements de Deschamps. Et donc mentalement, on ne peut pas dire que l'entame du match a été parfaite chez les Français, mais au cours du match quand même, nous avons vu que c'est des gens quand même qui en ont derrière la tête et qui en voulaient beaucoup plus. Et les changements ont été des changements efficaces et puis ils ont permis à la France non seulement de revenir au score, mais de pouvoir également tuer le match. Parce qu'à un certain moment, c'était un match à coup près. Chaque équipe pouvait tuer l'autre sur les contre-attaques. Donc c'est ce qui fait la saveur de cette finale de Coupe du Monde. De Coupe du Monde, grande finale. On en vient au phénomène Mbappé. Mbappé monumental pendant cette Coupe du Monde. 8 buts, il aura marqué 8 buts. Il devient ainsi le meilleur buteur du tournoi. Et il est naturellement entré définitivement dans l'histoire de la Coupe du Monde à seulement 23 ans. Absolument. Déjà en 2018, il avait montré que c'est un phénomène. Mbappé, c'est un phénomène parce que tout simplement, lui, il a du feu dans les pieds. Quand il a le ballon, toutes les défenses tremblent devant Mbappé. On ne peut pas faire un match contre Mbappé sans trembler. Parce qu'il sait mettre le feu et il est très décisif. Il est décisif dans le dernier tiers, il marque beaucoup de buts, il est précis. Donc vraiment, c'est un attaquant de rêve pour l'équipe de France. Redoutable pour l'équipe de France. Donc c'est devenu carrément un phénomène et c'est peut-être même une légende parce que 8 buts dans cette Coupe du Monde-là, il fallait le faire. Il fallait le faire, il fallait le faire. Et puis devant Messi. Messi qui confirme en tout cas qu'il est le Messi. Si Mbappé a du génie, lui en tout cas, il demeure le Messi. Il décroche enfin le Graal, l'étoile qui lui manquait sur son maillot. Largement mérité. Largement mérité parce que Messi, à son âge, à 34 ans, il a joué tous les matchs. Intégralement. Et par un seul moment, on a senti que ce bonhomme est fatigué et usé. Ouais. Il a mené cette équipe argentine. Il l'a sorti de certaines situations. Rappelez-vous leur première prestation contre l'Arabie Saoudite. Ouais. Alors les gens avaient... c'était un volet de bois contre cette équipe-là. Mais ils ont su revenir. Et chaque match de l'Argentine, ils se sont adaptés. Aujourd'hui, ils ont fait une excellente prestation. Ce serait dommage quand même qu'ils aient perdu cette finale-là, cette Coupe du Monde-là, parce que c'était l'aboutissement d'un travail acharné et régulier. Parce que, in fine, ils ont été plus réguliers que les Français dans cette Coupe du Monde-là. Les Français ont souvent joué avec le feu en laissant le ballon à l'équipe adverse. Ils ont frôlé la défaite contre le Maroc. Et aujourd'hui, ils ne pouvaient pas encore se permettre de faire la même chose. Donc les dieux du football ont réagi justement. Juste une dernière question quand même. Malgré les nombreuses polémiques, on peut dire aisément que le Qatar a vraiment réussi sa Coupe du Monde. Absolument. Tous les retours sont positifs. Sur le plan de l'organisation. Sur le plan maintenant jeu, au niveau des stades, c'est ça une Coupe du Monde. Nous avons senti non seulement de l'ambiance autour, mais nous avons senti des acteurs concernés qui se sont donnés à fond à tous les niveaux.
physique, tactique, technique. C'est une Coupe du Monde absolument riche. On attend de voir peut-être les rapports techniques pour voir qu'il y a eu de grosses évolutions en termes tactiques et sur le plan du football. Merci beaucoup en tout cas Lamine pour ces éclairages. Je rappelle que vous étiez ancien coach du Duc et consultant maison pour la télévision, Futur Média. La Coupe du Monde c'était bien, malheureusement c'est fini. Le rendez-vous est pris dans 4 ans Inch'Allah et cette fois-ci, si je ne m'abuse, ce sera aux États-Unis. États-Unis, Mexique, Canada. États-Unis, Mexique, Canada en 2026. Merci Lamine. La suite de ce journal avec ce drame qui s'est produit à Richard Toll. La grue qui supportait les travailleurs du stade de la ville sucrière a cédé. Bilan, 2 personnes qui ont perdu la vie et 3 autres blessés graves évacués à l'hôpital régional. Les familles des victimes et le directeur de l'hôpital de Richard Toll réagissent dans ce reportage. Il est signé Ousseynou Diop et Abib Sek. La grue qui supportait les ouvriers du stade de Richard Toll a lâché et 2 personnes ont perdu la vie après l'accident survenu hier dans la nuit dans la ville sucrière. À l'hôpital, les familles des victimes témoignent. C'est juste à la porte que j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'Amatidian n'est plus. Et subitement aussi, je me suis dit que je suis revenu à la maison, il y avait des hurlements partout et la famille. Donc là, après, j'ai quitté. Qui pratiquait, c'est un musulman, il est pieux. C'est ça que nous avons passé ensemble avec le gosse là, parce que tout le quartier, vraiment je ne peux pas parler beaucoup parce que j'ai un corps lourd. C'est un gosse qui était très bien. Actuellement, les 2 personnes décédées sont toujours à la morgue de l'hôpital régional. 3 personnes sont évacuées en urgence à l'hôpital de Saint-Louis. Et on a reçu 3 blessés et 2 corps sans vie. Donc les 3 blessés graves, c'est pour la plupart des fractures. C'est des jeunes qui ont eu des fractures au niveau, pour certains, du pied, d'autres de la jambe. D'autres, c'est des fractures ouvertes qu'on a pris en charge au niveau de l'hôpital dans un premier temps. À l'hôpital de Richard Toll, les familles des victimes font des va-et-vient pour s'enquérir de la situation de la femme, de la victime la plus âgée. Elle a perdu connaissance depuis quelques heures. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SAMES, revisite l'exercice de sa profession, l'acte médical, une discipline complexe où parfois des manquements aboutissent à des procédures pénales. Le 6e congrès du SAMES est l'occasion pour l'Union des magistrats du Sénégal d'inviter le corps médical à organiser des rencontres permanentes pour mieux comprendre certains thèmes ou alors certains actes médicaux, souvent source de divergences. L'Ordre national des médecins en a profité par ailleurs pour appeler à la révision du plan de développement sanitaire et social. Le compte-rendu est signé notre spécialiste santé, Fatou Kinedem et Pape Sangone Mbaye. Négligence, faute, erreur médicale. Les premiers panélistes se sont arrêtés sur les derniers incidents qui ont émaillé le système sanitaire. Comme disait l'autre, les médecins ont la chance d'avoir leurs échecs sous terre et leur réussite au soleil. Donc tout le monde voudrait que les médecins réussissent dans l'exercice de leur profession. Mais parfois, il y a des manquements qui font que les gens portent plainte. Et quand ça porte plainte, il y a des enquêtes, il y a des arrestations parfois qui sont préventives pour calmer les esprits. Quand il y a eu l'incendie où il y a eu 11 bébés ou 4 bébés calcinés, il y a eu des trucs comme ça. Évidemment, la population est fâchée. Ça permet au corps médical de se remettre en cause, d'être plus exigeants avec leurs collaborateurs, d'être plus techniques. L'acte médical joue un rôle essentiel dans la justice, d'où l'importance d'un dialogue permanent entre acteurs judiciaires et corps médical, ce pour mieux comprendre les procédures pénales. Quand votre patient estime vous devez vous reprocher une faute, ce patient a 2 voies, la voie civile et la voie pénale. S'il estime qu'il y a infraction à la loi pénale, et là, il appartiendra à la chaîne pénale, au procureur de la République, au juge de vérifier si effectivement il peut y avoir une infraction qu'on pourrait reprocher au médecin. L'autre aspect, c'est l'aspect civil. Quand la personne se limite à demander la réparation d'un préjudice né de l'intervention médicale. Je vais vous rappeler une règle simple en matière de poursuite.
Le procureur, à ce stade, n'a pas besoin de preuves. Lui réunit des indices de nature à motiver une inculpation. C'est ça le travail du parquet. La judiciarisation d'une profession aussi complexe. Le président de l'Ordre national des médecins du Sénégal invite ses collègues à plus de vigilance et demande par ailleurs la révision du plan national de développement sanitaire et social du Sénégal. On est maintenant compris entre le marteau et l'enclume de réussir notre traitement. Si on ne réussit pas, effectivement, les gens peuvent porter plainte parce qu'ils payent effectivement cher pour les soins. Il y a d'autres facteurs aussi qui expliquent cette judiciarisation. Avant de dire qu'on met la main sur un médecin, quand même que le tribunal des pairs puisse se prononcer. Le congrès du syndicat autonome des médecins du Sénégal s'est tenu en présence de la ministre de la Santé et de l'Action sociale. Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye appelle les médecins à œuvrer pour un secteur apaisé en vue de préserver la santé des populations. Et puis, sachez qu'au cours de ce congrès du SAMES, le 6e du nom, eh bien, le docteur Yeri Kamara, qui était donc le secrétaire général du SAMES, a passé le témoin au docteur Mamadou Dembendour, désormais à la tête du syndicat. Parlons des violences faites aux femmes, une réalité au quotidien. La coopération sénégalo-belge a procédé au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation. Le nom de cette campagne, Wolu Nalechi, l'objectif est de défendre les droits des femmes et d'œuvrer pour leur autonomisation. Le programme actuel va se terminer en 2024. Il va se concentrer sur la santé maternelle, les nouveau-nés, les jeunes filles et naturellement sur les violences faites aux femmes. Le compte-rendu est signé Alassane Baïlamine Diagne. Violence domestique, agression sexuelle, viol entre autres. La Belgique et le Sénégal veulent mettre fin à ces pratiques. La campagne Wolu Nalechi est officiellement lancée. Le ministère de la Santé dans sa globalité, plus son partenaire qui est donc l'ambassade de Belgique au Sénégal à travers justement donc Enabel. Donc nous remercions au passage vraiment ensemble. Nous avons décidé aujourd'hui de lancer cette campagne vraiment qui va nous mener d'ici l'année 2024 pour faire en sorte que vraiment aujourd'hui les gens se sentent à l'aise et que ce combat-là soit notre combat porté par tous et que nous le gagnons à l'arrivée. Cette campagne d'aujourd'hui, ce que nous faisons dans le cadre de notre programme de coopération, ce que nous essayons de développer sur la masculinité positive, sur l'autonomisation des femmes, sur les femmes entrepreneurs, c'est la poursuite de ces efforts que nous accomplissons ensemble, main dans la main, Sénégal et Belgique, en partenaires et en amis depuis des décennies. Ils vont se rendre à l'intérieur du pays et il s'agira de mener des activités de sensibilisation, d'information auprès de différentes cibles. Nous nous battons au quotidien pour faire en sorte de relever le défi pour que ces violences cessent. Parce que nos femmes, nous avons besoin d'elles, elles ont besoin de nous, elles font partie intégrante de nos sociétés. Les jeunes, les adolescents, les enfants, nous avons besoin de les protéger. Bon, dans un premier temps, j'ai été très surprise et choquée par ce qu'elles ont pu vivre avec le jeune âge qu'elles ont. Elles ne méritent pas de vivre ce genre de choses. Et c'est pour ça que nous, on est là, pour pouvoir mettre en avant les problèmes qui sont présents au Sénégal et de pouvoir les aider, les accompagner à aller de l'avant et de vivre une meilleure vie. Des réalisations comme des centres de digitalisation ont été effectués dans des régions comme Kaffrine et Kaolack et l'objectif est de faciliter la sensibilisation auprès des populations. Célébration de la journée mondiale des réfugiés, l'ONG Horizon Sans Frontières lance à nouveau un plaidoyer pour le droit à l'immigration. En conférence de presse, Boubacar Seye a plaidé la cause des demandeurs d'asile, des personnes déplacées, des apatrides pour magnifier leur volonté et leur espoir en une vie meilleure. Cette année, la journée est marquée par une crise migratoire sans précédent, selon Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibou Diouf. C'est le prétexte que nous avons pour parler des politiques d'intégration, de la gestion des flux migratoires, etc., pour faire face à toutes ces problématiques-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu, même dans les perspectives de solution, demandé à l'État du Sénégal, vu le contexte géopolitique actuel, de mettre sur pied
une agence autonome ou bien un ministère plein chargé des migrations internationales, ce qui permettra de régler le problème dans sa diversité, sa complexité et sa transversalité. Parlant de l'immigration clandestine, vous avez vu, de l'immigration aujourd'hui continue de dévoiler des conséquences, des conséquences désastreuses dans notre société en situation de vulnérabilité chronique. Aujourd'hui, combien de morts en Méditerranée? On nous parle déjà de plus de 2000 morts, etc., etc. Entre-temps, puisqu'il s'agit de protection, la journée parle de protection des migrants. Donc, entre-temps, il serait bon que l'État du Sénégal revoie la cartographie. À l'école élémentaire de Pikine 2, les anciens élèves vont réfectionner les toilettes pour améliorer l'environnement scolaire de leurs cadets. La construction de toilettes dans les établissements scolaires, un défi à relever pour de nombreux acteurs de l'éducation, dans la mesure où la majorité des écoles, surtout dans la banlieue, ne disposent pas de blocs sanitaires décents, une situation qui naturellement a un impact négatif sur les résultats des élèves. Le reportage est signé Moussa Mané et Abdoulaye. Retour aux sources pour ces anciens élèves de l'école élémentaire 2 de Pikine, premier établissement scolaire de la banlieue dakaroise, construit en 1952. Par devoir de reconnaissance, ils réfectionnent les toilettes au plus grand bonheur des élèves et leurs parents. Parce que amuñu woon moyen boo xamante ne ñun comité de gestion mën nañ koo defar parce que école bi dafa bëri loo xam ne dañ ko waroon a defar classe yi c'est pas normal plantaire yi buntu yi toilettes yi nag waxatuñ ko waxuma la ak fayu ay ndox. L'inauguration du bloc sanitaire de l'école 2 de Pikine a réuni tout ce beau monde en présence du préfet du département. L'autorité administrative insiste sur l'importance des toilettes décentes dans les établissements scolaires. Nous connaissons l'importance des toilettes dans le dispositif. Au niveau d'une école, nous connaissons l'importance que retient ces toilettes-là au niveau c'est un intrant pédagogique assez important. Donc nous sommes très satisfaits et nous demandons à la mairie, les collectivités territoriales, mais également l'équipe pédagogique, le comité de gestion, à veiller à un entretien régulier et rigoureux de cette infrastructure-là qui a été réhabilitée au grand bonheur des élèves. Beaucoup de cadres de l'administration et des autres secteurs sont passés à l'école 2 de Pikine. Ils sont conscients que ces blocs sanitaires bien entretenus vont contribuer à maintenir l'excellence dans cet établissement scolaire. Les toilettes, c'est un élément essentiel de l'hygiène de vie. Donc, il semble que les élèves étaient obligés des fois de faire des queues pour pouvoir accéder donc à ces toilettes pour satisfaire les besoins. Nous avons estimé qu'il fallait augmenter, disons, la capacité d'accueil et aussi les mettre aux normes pour des problèmes de salubrité et de santé. Lors de la célébration de la Journée mondiale des toilettes en novembre dernier, l'Association des acteurs de l'assainissement avait tiré la sonnette d'alarme sur l'état des blocs sanitaires dans nos écoles, ce qui impacte négativement sur la santé et les résultats scolaires des élèves. Grâce au soutien de l'Association nationale des toilettes, ces anciens élèves de l'école élémentaire Pikine 2 ont soulagé les cadets. Votre rubrique Dimanche Environnement s'intéresse aujourd'hui à la gestion foncière au Sénégal. D'après les études menées par Enda Pronat, la seule loi de gouvernance foncière date de 1964 alors que le Sénégal avait 3 millions d'habitants. Plus de 60 ans après, eh bien, toutes les tentatives de réglementer le foncier, surtout rural, sont restées inachevées. Une situation qui est souvent source de conflits. Principal constat sur l'évolution des enjeux fonciers avec les parlementaires, un dossier signé d'Issa Prera. Et se rétrécit ailleurs comme ici. Sa sécurisation est devenue un impératif, surtout en zone rurale où aujourd'hui, dans certaines localités, l'élevage et l'agriculture sont les plus exposés. Vous voyez que les besoins sont de plus en plus importants, la population est galopante, les exploitations agricoles utilisent beaucoup plus d'espace du fait justement de la mécanisation de l'exploitation agricole. Mais tout ça a comme conséquence finale le rétrécissement des espaces, surtout en zone rurale, aussi bien pour l'agriculture que pour l'élevage. Quand je prends l'exemple du triangle de Dakar, Thiès, Mbour, on y retrouve 35% de la population du Sénégal sur une superficie qui couvre à peine 5% du territoire national.
Une pression foncière qui est la source de beaucoup de conflits dans les régions. La faute à une réglementation qui n'est plus aux normes et mal adaptée. Nos autorités rechignent encore à y mettre de l'ordre. Que peut-être, il y a peut-être ce que je peux appeler la frilosité foncière au niveau de nos chefs d'État. Personne ne veut toucher cette question sensible. Elle est à la fois sensible et complexe. Il y a un processus de mise en place d'une loi sur le code pastoral qui a démarré depuis 2013 et jusqu'à présent ce processus n'a pas encore abouti parce que chaque fois, quand les gens se renseignent sur cette loi, toujours on nous dit que c'est dans le circuit administratif. En matière de gouvernance foncière, la seule loi que dispose le Sénégal date de 1964. Plus de 60 ans après, elle cohabite toujours avec la coutume. Gestion foncière, donc du point de vue législatif et réglementaire, c'est la loi 64-46 qui est toujours en vigueur. Donc il y a eu des tentatives de réforme foncière qui n'ont jamais abouti. Nous avons au Sénégal ce qu'on appelle une dualité des régimes juridiques. Le droit moderne est là avec nos beaux textes, mais le droit coutumier est là. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à l'harmonisation des différents textes de loi de gouvernance foncière. Mais il faudrait qu'on puisse les harmoniser et dans une durabilité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de développement durable. Quand on parle de développement durable, c'est-à-dire qu'il y a une priorisation, une pérennisation et une continuité des activités que nous voulons mener. La Petite Côte, la zone des Niayes, le Ferlo, la bande des Filao, autant de régions qui aujourd'hui subissent de plein fouet cette pression et cette absence de loi de gouvernance foncière. Et puis l'émission Alambi, magazine sur l'environnement, produit et réalisé par la télévision Futur Média, lauréat du Green Award, qui célébrait sa 6e édition ce 16 décembre. Le Green Award récompense la recherche, les concepts qui promeuvent l'écologie et le développement durable. Je vous propose d'écouter Yacine Sey, présentatrice et coordonnatrice de l'émission Alambi. Immense plaisir, un grand honneur. Avec toute l'humilité qui s'impose que je reçois ce prix de la meilleure émission environnementale du Sénégal, Green Awards édition 2022. C'est un honneur, mais ce prix revient au groupe Futur Média auquel j'appartiens, qui n'a ménagé aucun effort et qui a très tôt cru à travers la personne du directeur des productions, M. Bougondo, à ce projet et qui n'a ménagé aucun effort pour en faire une réalité. Donc aujourd'hui, Alambi continue son bonhomme de chemin. On ne s'arrête pas là. C'est un sacerdoce de plus pour le groupe Futur Média qui vise constamment l'efficacité, l'excellence. Et pour ma personne, comme je l'ai toujours promis, Inch'Allah, je ferai de l'environnement l'affaire de tous. Félicitations à notre consoeur Yacine Rassoul Sey, félicitations à tous les travailleurs du groupe Futur Média et à la direction générale et celle des programmes. Bien entendu, merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Bon début de semaine à toutes et à tous.